parler de tout ce qui est respiration, mouvement et relation, en fait, j'aide la personne à aller dans une exploration. Une exploration de comment elle a construit des modèles qui l'empêchent peut-être de fonctionner correctement. Et il y a des marqueurs qui sont très simples, ces biofeedbacks qui sont la respiration. La respiration, si je te demande de faire certaines respirations, tu vas me dire ça va, mais je n'ai pas de lecture de ce qui se passe réellement au niveau physiologique ou au niveau chimique. Bienvenue sur Aujourd'hui, écrivons demain, le podcast Feel Good qui met en lumière les acteurs du nouveau monde et vous redonne espoir. Comme vous, ils en ont marre de ce monde déshumanisé qui marche sur la tête et ne tourne plus rond. Rêvant d'un monde meilleur, ils bousculent les codes et sortent des sentiers battus. Ils proposent des alternatives innovantes, de nouveaux paradigmes ou remettent au goût du jour des savoirs ancestraux. Ils osent s'affranchir du regard des autres et font bouger les lignes pour construire demain. Ils œuvrent pour la préservation du vivant et le bien de l'humanité. J'ai à cœur de vous partager toutes les initiatives qui vont dans le bon sens, parce que nous sommes le changement que nous voulons voir dans le monde. Tous les lundis, je vous invite à découvrir l'histoire de l'un de ces humains engagés et conscients. Je m'appelle Katia Krabbe, je suis la fondatrice de Redaxil et j'aide les entrepreneurs humanistes à gagner en visibilité sur le web en réalisant leurs portraits. Vous avez envie de soutenir le podcast ? Abonnez-vous, mettez 5 étoiles, partagez-le et retrouvez-nous sur les réseaux. Vous souhaitez contribuer au développement du podcast ? Participez librement et en conscience à la cagnotte Tipeee que j'ai créée. Vous trouverez tous les liens dans le descriptif. Et en attendant, bonne écoute ! Aujourd'hui, je vous emmène découvrir l'univers passionnant d'Olivier Mortara. Bonjour Olivier. Bonjour Katia. Alors, sans rentrer dans les détails, à moins que tu acceptes que j'en dise un peu plus, on s'est rencontrés pour la première fois en 2021. Et la vie nous a permis de nous revoir de manière hasardeuse il y a une quinzaine de jours devant le Joe & Joe, pour tout vous dire. Donc moi, j'avais aucune raison d'être là, à cet endroit-là, ce soir-là, à cette heure-là, encore quelques heures auparavant. La vie est drôle parce que je m'étais noté de te contacter suite à un article paru dans le Slowly Magazine. Et j'adore comment la vie se joue de nous. Tu es notamment le créateur d'une méthode d'accompagnement novatrice qui nous propose d'explorer le pouvoir entre la respiration, les mouvements et les relations pour un voyage vers le bonheur et découvrir notre plein être. Plein être. Oui, c'est tout à fait ça. Donc tu vas nous expliquer tout cela plus en détail durant cette interview. Donc tu vas nous partager ton histoire, tes combats de père, comment tu es venu à développer cette approche. Parce qu'en fait, tout est intriqué. Et donc merci de me recevoir pour partager ton expérience. Merci à toi. Avec plaisir. Alors, comment est-ce que tu vas vraiment, Olivier ? En général, à la question « Comment allez-vous » ou « Comment vas-tu ?» je suis toujours un peu évasif parce que je suis pas forcément sûr de mon état au moment de la réponse. Donc, je répondrai comment je vais vraiment. Je me sens bien par moment, mais par moment également, je me sens moins bien. Mais sur le moment-là, sur ce que tu m'accordes, je me sens à l'aise. Donc c'est Louis Fouché qui dit souvent, voilà, on se pose la question de comment ça va, mais si on veut vraiment savoir comment va l'autre, on lui dit mais comment ça va, mais vraiment. Et ça me permet de rebondir sur ce que je fais, puisque ça te permet d'accrocher une relation d'une façon différente, donc c'est chouette, ouais. Alors pour quelle raison est-ce que tu as accepté de participer à mon podcast et d'y prendre la parole ? Alors, depuis qu'on s'était rencontrés, je ne savais pas que tu avais monté ces projets. Et comme on était dans une fin de soirée pour nous, quand on s'est revus, il y a eu ce partage et on a échangé et j'ai trouvé intéressant de peut-être participer à ça, participer à cette version. Mais pour moi, c'est une expérience. Pour moi, c'est une continuité de ce que je fais avec les rencontres, avec ma vie, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai accepté. Peut-être que tu nous le diras à la fin, mais tu as un message à nous transmettre ou à ceux qui nous écoutent, tu as quelque chose à leur dire ? Je commencerai, peut-être que j'en aurai d'autres quand on arrivera à la fin de l'interview, mais ça serait certainement de dire prenez le temps d'écouter. Donc ça pourrait être déjà un premier
un premier moment de partage. Alors peut-être pour commencer, parce que les gens qui nous écoutent ne te connaissent probablement pas, est-ce que tu veux bien te présenter et nous raconter ton parcours? Qui es-tu, Olivier? Alors moi, je suis dans une histoire où jeune, c'est une version de découverte par des documentaires à la télévision, avec Commandant Cousteau, avec des explorations qui ont animé mes imaginations que j'avais certainement déjà en place. Une envie folle d'aller découvrir toujours un peu plus loin. Je pense que c'est peut-être une version de l'humain qui est dans la découverte. Et mon parcours a été dans l'envie de découvrir un petit peu ce qu'était le sport pour essayer d'être athlète de haut niveau. Et à 16 ans, je fais sport-études handball sur Bordeaux. Après 3 mois, j'ai un côté qui commence à manifester des douleurs dont on ne sait pas trop l'origine. Ça m'a valu de passer une semaine à Pellegrin à Bordeaux pour faire des tests qui ont été bien poussés parce que peut-être il y avait plein de choses insoupçonnées qui pouvaient être diagnostiquées. Ça n'a jamais été le cas. Je parle de ça parce que ça va avoir du sens après. Et derrière ça, ça m'a amené à arrêter je vais pas dire un rêve, mais ça m'a brutalement empêché de devenir peut-être un athlète ou me récompenser, médaillé de quelques pratiques. Et à partir de là, je savais pas trop quoi faire. Mais j'ai été rattrapé parce que je me suis retrouvé à la fac des sports. Et à la fac des sports, j'ai eu un déclic lorsqu'un enseignant de l'Université de Montréal est arrivé pour faire une conférence et une présentation dans l'amphithéâtre et ça faisait partie des chercheurs enseignants qui m'intéressaient. Donc il s'agit de monsieur Luc Léger qui a participé à l'élaboration de nombreux tests d'effort. Peut-être que les BIP, les fameux tests d'effort qu'on faisait il y a quelque temps vont parler à beaucoup. Et je me suis retrouvé à garder ça dans le coin de ma tête pour voyager et me retrouver après à Montréal pour faire des études. Et notamment en directeur de recherche pour mon DEA, mon master. C'était Luc Léger qui s'est retrouvé en tant que maître de ma recherche. À ta demande ou au hasard de la vie, encore une fois? Je pense que c'est vraiment au hasard parce que je suis rentré dans l'université après avoir eu un parcours un peu toujours bizarroïde, on va dire. Je suis rentré dans le département et tous mes papiers étaient faits, sauf qu'il y avait eu un couac quelque part. Et ce couac s'est transformé en discussion dans le secrétariat de l'université pour dire mais si t'as pas de directeur de recherche, tu vas repartir en France. Et donc moi j'avais déjà pris un appartement, j'avais déjà pris plein de choses et finalement un petit coup de fil a fait que ça a été soumis à Luc Léger et il a donné son aval immédiatement et donc ça m'a permis de rester faire mon année de recherche et c'était passionnant. Et ensuite, il y a eu d'autres événements aussi bizarroïdes. Voilà. Tu nous racontes? Oui, j'ai terminé cette année avec l'obtention du DEA et puis voulant monter des projets sur la France avec notamment tout le domaine de l'évaluation de terrain et tout ce que l'on retrouvait, puisque moi je faisais des tests d'évaluation des échanges de gaz, donc ça veut dire les tests d'effort sur tapis ou sur vélo ergo-cycle, avec les machines qui permettaient d'analyser ce qui se passait au niveau de l'échange oxygène-CO2, dioxyde de carbone, sur des athlètes en plein effort, mesurer ce qui se passait réellement dans ces séquences d'évolution de difficultés, comment on est amené à respirer, comment réagit la physiologie. En rentrant ici, j'ai pas trouvé ce qui me convenait, donc j'ai répondu à un poste pour aller être enseignant d'EPS, d'éducation physique et sportive, à Istanbul. Je me suis déplacé avec la personne qui est toujours dans ma vie, parce qu'on se connaissait avant que je parte au Québec.
On est arrivé le 8 septembre 2001 et on était en face du consulat britannique dans un immeuble qui nous hébergeait pour l'année. Tous les matins, on passait devant ce consulat, on récupérait la rue principale Istiklal pour aller à 200 mètres au Palais de France où était le lycée français. Moi, je récupérais les étudiants, je passais devant le consulat des États-Unis et on allait prendre un bus pour faire rejoindre un complexe sportif. Mais 3 jours après, c'était le 11 septembre 2001. Donc on s'est retrouvé dans une situation qui était un peu inhabituelle pour nous et pour la plupart des gens, parce que le consulat des États-Unis est devenu armé jusqu'aux dents et on passait devant des militaires qui étaient hypersensibles à tous les sons ou autres. Donc il y avait des risques. On a décidé de ne pas rester là-bas au bout d'un an. Et ensuite, j'ai accepté un autre poste identique au lycée français de Calgary au Canada. Et on a vu à l'écran, au bout de 4 mois, que le consulat britannique avait explosé. Tout le quartier avait été ravagé par l'explosion. Le consul britannique faisait partie des victimes. Et on garde nous dans notre tête toute cette image plus gaie de tous les gens que l'on connaissait, que l'on côtoyait. Et on n'a jamais cherché à se renseigner profondément. Mais notre appart, qui n'était pas du côté rue, était de l'autre côté, a été soufflé. Et la personne qui nous a remplacés était passée 10 minutes avant l'explosion. Donc on est parti là-bas, c'était bien plus tranquille pour nous. Et j'ai passé 3 ans au lycée français à Calgary. On est revenu en France en 2006. Et depuis 2006, j'explore tous ces domaines-là, notamment pour avoir travaillé chez des kinés, pour élaborer en fait ce qui est devenu ce que j'appelle moi ma méthode un peu personnelle, mais c'est une cuisine de tout ce qui existait un peu ou que j'ai essayé de mettre à ma personnalisation. Et ça a été des rencontres supplémentaires jusqu'à ce que ma fille arrive, parce que je pense que tu vas arriver à ce sujet-là. Quand tu veux, on en parle. Puis, notre jeune fille qui est arrivée, au bout de 10 jours, on a appris qu'elle avait eu une hémorragie frontale de son cerveau, qui en fait a amené toutes ces arborescences qui sont en train de se construire dans un tout petit cerveau qui se développe à être nécrosées et à désigner Louise comme étant infirme motrice cérébrale. Donc ça nous a amené à être en priorité autour de ce sujet-là, qui m'a amené à faire des rencontres tout aussi enrichissantes. Donc quelque part, c'est elle que je dois remercier. Et toutes ces rencontres tournent autour des neurosciences, de spécialistes à la fois dans la respiration, dans ce qui m'a mené à construire un petit peu toute cette expérience autour de ce que je propose maintenant. Voilà. En parcourant un petit peu ton site, j'ai compris que, alors tu n'as pas développé, mais tu as fait énormément de choses pour ta fille. Enfin, vous avez fait énormément de choses pour ta fille. Oui, c'est ça, ouais. Je sais pas si c'est énormément, mais pour nous, c'est pas assez encore. Oui. Voilà. En tout cas, de ce que je comprends, de ce que tu as pu écrire pour expliquer un petit peu ta démarche et de ce que tu fais aujourd'hui, c'est comme si vous n'aviez pas voulu vous résigner à l'étiquetage d'IMC et de vous donner tous les moyens possibles pour lui donner la vie la plus normale possible et de la faire marcher puisqu'elle était peut-être condamnée à ne pas pouvoir marcher. La description est violente au bout de 10 jours de vie. Ouais. Parce que les étapes précédentes, ça a été... Elle est née prématurée, mais ça a fait des réactions en chaîne certainement, et on n'est toujours pas sûr de comment. Voilà. Et ce que l'on a mis en place, c'était se garantir que dans la désignation qui nous a été proposée au bout de 10 jours, moi, ma réaction immédiate, ça a été de me confronter, pas violemment, mais de dire que aujourd'hui, la médecine, comme vous la pratiquez, comme vous la connaissez, vous ne pouvez pas être sûr que dans 2 ans, 5 ans ou 10 ans, l'évolution de votre domaine soit aussi peu riche dans cette version-là. Donc, c'est dans ce sens où moi, j'ai été un peu... je me suis opposé à leur proposition. Je pense qu'on a fait des choix qui étaient à la fois sur
préserver tout ce qui pouvait être, en tout cas ne pas aggraver. Et là-dessus, on est particulièrement content. Et c'est tout un chemin de vie, donc c'est un chemin de vie qui est notre histoire, qu'on ne partage pas forcément parce qu'on n'a pas envie. Tout ce qui est réseaux sociaux et le reste, c'est pas l'album photo de notre famille. Et quand on en parle, on décide ou pas si on va un peu plus loin en parler, mais Comme je l'ai mentionné en intro, donc tu nous proposes d'explorer le pouvoir entre la respiration, les mouvements et les relations pour un voyage vers le bonheur et découvrir notre plein être. Alors, tu as créé une méthode qui s'appelle Home Alive. En quoi elle consiste, cette méthode? elle consiste à sortir un petit peu de tout ce qui va dans l'hyper, préfixe que l'on a dans toutes les conditions de vie un peu modernes aujourd'hui dans nos cultures. On est dans des accélérations où on contrôle pas tous le moment de s'arrêter, ou même si on s'arrête, on n'est pas dans des versions qui nous satisfont. Mais le problème, c'est que l'école ne garantit pas toute la connaissance. L'expérience de la vie, on découvre certaines choses et quelque part, il y a des habitudes qui viennent se greffer sans qu'on s'en aperçoive, et ce sont des modèles auxquels on fait référence de façon un peu subjective et inconsciente. En fait, on est guidé par des modèles, mais on ne sait pas que ces modèles existent. Et parler de tout ce qui est respiration, mouvement et relation, en fait, j'aide la personne à aller dans une exploration de comment elle a construit des modèles qui l'empêchent peut-être de fonctionner correctement. Et il y a des marqueurs qui sont très simples, ces biofeedbacks qui sont la respiration. La respiration, si je te demande de faire certaines respirations, tu vas me dire ça va, mais je n'ai pas de lecture de ce qui se passe réellement au niveau physiologique ou au niveau chimique. Donc je travaille avec une équipe qui est aux États-Unis. Ils ont développé un petit appareil qui permet aujourd'hui de faire des lectures immédiates de comment ta chimie respiratoire donne un indice de ce qui se passe réellement, et ça coordonne en fait nos habitudes respiratoires et nos comportements. Donc on identifie en fait la respiration comme étant un comportement. À chaque comportement, à chaque situation de ta journée, tu vas avoir une respiration qui va s'attacher à ce que tu es en train de réaliser. Là, tu m'écoutes parce que je parle. Tu as une façon de respirer. Et je m'observe respirer en même temps que je t'écoute, pour le coup. Voilà. Et je pense que les personnes qui écoutent l'enregistrement font la même chose. Et ce qui se passe, c'est que on se surprend de temps en temps à être dans des blocages, en apnée. Souvent, quand on écoute quelque chose qui nous plaît, ou on regarde peut-être un film ou un documentaire, mais on fait pas ce rapprochement avec ce qui est en train de se passer. Et derrière, on va soit reprendre des grandes inspirations, ou on va se mettre dans des situations qui nous amènent à être dans la recherche de ma première inspiration, et on va chercher à remplir fortement les poumons ou à remplir de façon un peu exagérée. Et tout ce qui se passe, en fait, c'est un décalage entre ce qu'on appelle une respiration excessive. C'est un peu une hyperventilation sans que tu aies fait un effort. Mais au niveau de ce qui se passe dans ta chimie, c'est ce révélateur-là, c'est ce dénominateur qui va me permettre, moi, de pouvoir aider la personne. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question initiale. Ah, tu es le seul à pouvoir nous expliquer en quoi consiste ta méthode. Mais à partir de là, tout ça va me refléter que la respiration, on l'a dans les mouvements. Donc, j'ai travaillé pendant pas mal de temps sur entraîner des sportifs, mais également m'occuper de leur rééducation fonctionnelle, réathlétisation. Et dès qu'ils sont dans la concentration, ils perdent en fait le rythme de respiration qui va leur permettre d'être dans une exécution assez facile. Et je vais pas dire 100% des sportifs que j'ai eus, avec des niveaux très bons dans leur pratique, ne savent pas respirer. Ils se sont adaptés ou essayé de s'adapter à l'intensité de leur effort. Ils n'ont pas mis en place une respiration en amont, comme étant la base de pouvoir réaliser leur pratique sportive à intensité souhaitée. Et ce qui est chouette, c'est que quand tu vas repartir sur des modèles ou des exercices simples, c'est un facteur qui est essentiel et primordial, le vecteur de progression ou le vecteur de s'arrêter dans des limites, parce que la respiration va jouer sur ton côté psychophysiologique. Et donc voilà, je t'ai perdu, je vois les grimaces que tu fais. Non, je réfléchis en même temps que je t'écoute. Et derrière ça, en fait, le troisième pilier, c'est les relations. Les relations, c'est pas seulement tous les deux nous sommes en train de
parler, c'est une relation dans un échange, dans une communication. Mais il y a d'autres communications qui se passent dans la respiration, les mouvements et les relations à l'intérieur. Donc au niveau cellulaire, il y a une petite cellule qui est très importante qui s'appelle la mitochondrie. Et elle joue un rôle de coordonner tout ce qui est production d'énergie, mais également de cette, on va dire, c'est pas la fabrique au niveau de l'échange de la respiration, mais c'est une petite cellule qui a un impact considérable. Et il y a des chercheurs qui ont mis en évidence que aujourd'hui, dans différentes zones de l'organisme, il y a différentes mitochondries, que tu sois dans le cerveau, que tu sois dans le cœur, que tu sois dans différents organes, même les muscles, et elles participent à des réactions. Et chacune de nos émotions vont vibrer d'une façon ou d'une autre. Si je suis en colère, je ne vais pas avoir la même vibration que si je suis en plein bonheur ou en plein être. Donc le plein être, comme je l'annonce, c'est pas chercher à utiliser absolument son potentiel, mais c'est amener en fait tout l'équilibre dans cette coordination qui est la magie de notre fonctionnement à la fois cellulaire et organique. Comment tu es venu à t'intéresser à ça? Enfin, à la respiration, au mouvement et aux relations et à faire un lien entre les 3 et à en créer une méthode pour accompagner ensuite, alors là, tu parles des sportifs, ou tu peux accompagner d'autres problématiques. Tu m'avais parlé de l'asthme, quand on avait échangé un petit peu en amont. Comment tu es venu à faire ce lien entre ces 3 piliers? Je pense que je reviens sur ce que j'ai raconté au début, sur mon expérience quand j'ai 16 ans, où je me retrouve et je comprends pas pour quelle raison je suis empêché ou je m'empêche. Ça, c'est une réflexion qui a été plus tardive. Je ne peux pas réaliser un peu un rêve à continuer à m'entraîner. Donc il y a beaucoup de colère qui s'installe et puis je me fais écarter de la section sportive, enfin du sport-études, parce que quelqu'un d'autre prend ma place. Et pendant très longtemps, c'est j'ai plus d'envie, je sais pas quoi faire. Et quelques temps après, en fait, je dis peut-être merci à cette situation parce que c'est elle qui m'a amené à questionner le fonctionnement de mon organisme différemment. Et ce questionnement m'amène à dire tout ce que l'on entend sous la forme maladie, la désignation de la maladie, qu'est-ce qui fait qu'on bascule là, dans la maladie? Qu'est-ce qui fait que un autre organisme reste en santé pour vivre dans le même environnement? Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui est un vecteur de bascule ou dans un sens ou dans l'autre? Et puis je me suis dit que dans l'exploration qui est possible de visiter le monde dans tous les sens, c'est un univers à découvrir. J'habite un univers que je ne connais pas, qui m'interpelle parce que comment ce corps qui est mon véhicule, si je m'arrête à ce que j'ai appris à l'école, ça me suffit pas. Donc la curiosité, l'envie de découvrir, c'est passé par, comme je t'ai dit, la recherche dans l'effort d'endurance de longue durée pour mesurer les dégradations ou le côté inflammatoire ou stress oxydatif de l'organisme. Et puis à l'autre bout, c'est les moines tibétains, les moines Shaolin, les pratiquants de yoga, comment toute cette diversité de l'humain a exploré des axes, et tout le monde parle de quelque chose qui peut être à la fois l'énergie vibrante, l'énergie qui nous entoure. Et pourquoi ça m'interpelle à ce point, c'est que j'ai un corps qui est pour moi un temple, et je voudrais l'amener, je sais pas jusqu'à quand je vais être dans ce corps, mais au moins comprendre son fonctionnement et pas le maltraiter. Donc le plein-être pour moi, il est dans cette c'est pas une définition, mais c'est un mode de conduite, une pratique, une vie, une discipline, et voilà. Ça demande en tout cas de remettre de la conscience dans notre manière de respirer. D'une part, oui, parce que pour moi, c'est c'est le pilier de départ. Tu as certainement entendu que dans la culture tibétaine ou indienne, hindoue pour certains, on arrive sur cette planète, on fait une première inspiration et la vie se passera avec nos expériences et on partira avec un dernier souffle. Entre-temps, c'est est-ce que je sais respirer?
Et Et c'est quoi savoir bien respirer ou bien respirer? Enfin, savoir respirer et bien respirer, parce que tu y as fait référence tout à l'heure, écoute, pour les sportifs, mais écoute, il y a tellement de configurations qui pourraient amener à ne pas être sur... La définition ne peut pas être fidèle parce qu'elle est en mouvement pour moi. Tout comme la respiration, tout comme ce que nous faisons. Si on regarde les tendances aujourd'hui, il y a plein de techniques de respiration qui sont mises en avant. Tout le monde plonge là-dedans, comme il y a quelques années sur d'autres versions de pratiques qui ont été mises en avant. L'Occident n'en connaît pas, je pense, 5%, 10% de ce qui se pratique dans des versions millénaires comme le pranayama dans le yoga. Bien respirer, c'est déjà avoir une sensation d'être à l'aise dans de nombreuses situations, mais c'est être capable de maintenir un pH neutre, donc d'où l'utilité de mesurer un petit peu et d'évaluer ce qui se passe dans les respirations avec l'appareil que j'ai évoqué tout à l'heure, sans le nommer, et qui amène en fait, c'est pas être assis sur son tapis de yoga ou sur un tapis pour respirer calmement. Parce que dans cette situation, tu vas amener même peut-être une respiration forcée. C'est être capable de s'adapter à la situation qui se produit pour ne pas, comme je l'ai un peu évoqué tout à l'heure quand tu m'écoutais, bloquer, se mettre dans une panique et accélérer son rythme. Donc c'est dans toutes circonstances être capable de proposer une respiration qui répond à l'événement et qui répond à la situation où tu peux en faire la lecture. Donc c'est mesurer quelque part ce qui se passe et t'observer respirer dans le moment de ce qui se passe. Donc je sais pas si c'est une définition, mais c'est comme ça qu'on le propose dans notre activité. Et après, faut pas oublier que ce qui permet d'être appelé la science ou la recherche, c'est une forme d'extrapolation de ce qui se passe où dans tout un corps vivant, on extrait une hypothèse et on va essayer de la mettre en fonction ou en explication. Mais lorsqu'on la replonge dans le contexte et notamment le corps humain et dans sa vie, dans ce qu'il rencontre, je suis pas le même quand j'avais 5 ans, je serai pas le même dans 5 ans ou dans 10 ans. Et mon environnement participe à mes transformations. Mon environnement évolue, je pense, beaucoup plus vite que un semblable d'il y a plus de 1000 ans. Et à l'allure où ça va, il va falloir trouver des petits havres de paix pour peut-être se reconnecter. on a fait référence à l'asthme, parce que tu m'en avais parlé. À quel moment tu t'es dit que le fonctionnement de la respiration était fondamental dans la compréhension des troubles et tu m'avais donné l'asthme comme exemple? En fait, c'est toute cette coordination avec l'histoire de ma fille qui m'a amené à voyager, à rencontrer à la fois des personnes qui sont dans le yoga en Inde, chercheurs aux États-Unis, au Canada. Et en fait, c'est cette coordination parce que explorer en fait les dysfonctionnements, c'est comment je réagis à une situation à laquelle je pense avoir trouvé l'origine. Et si je me trompe dans le diagnostic, est-ce que ça va faire perdurer quelque part cette situation ou est-ce que je l'enlève? Comment dans notre histoire moderne, on entend des personnes qui, alors que la médecine avait fait un diagnostic brutal et inchangé, notamment sur des formes de cancer, même eux sont surpris de 1 an ou 2 ans après, plus aucune trace. C'est encore des énigmes pour beaucoup de monde, surtout si on reste un peu obtus. Mais c'est aussi, ça fait partie d'une réalité, si on peut l'évoquer comme ça. Et en fait, on a des situations au quotidien, qui que nous soyons, parce que moi, je rencontre des gens qui commencent à se dévoiler un peu et finissent par dire le fameux je n'en peux plus, mais je ne le partage pas. Et le je n'en peux plus se targue d'être à la limite de la capacité à tenir la tête un peu hors de l'eau de ce fameux burn-out, dépression ou autre. Mais on va pas forcément rattacher qu'à chaque fois qu'on est dans une situation qui devient stressante,
la respiration met en place en fait un modèle auquel on ne sait pas faire la lecture. Et cette lecture-là, c'est l'apparition de symptômes. Je peux avoir les muscles qui se contractent fortement et je ne sais pas les relâcher au bout de après que le pic soit passé. Je ne sais pas comment éviter ou échapper à la prochaine charge qui va dévaler de la montagne. Et en fait, on est tout le temps, on n'est pas dans l'enseignement préventif ou dans la connaissance de soi. On est, je sais pas si c'est une paresse, je sais pas si c'est une volonté de dire, je réagirai quand ça se produira. Mais en fait, on n'est pas, c'est ni armé ni équipé, c'est qu'on n'a pas la pratique. Donc, un sportif de haut niveau, quand il a trouvé les caractéristiques de ses facteurs de performance, mais il va s'engouffrer là-dedans. Et bizarrement, la respiration ne fait toujours pas partie de la priorité. On va apprendre un geste technique, on va apprendre peut-être à battre des records, on va mesurer le volume, la capacité pulmonaire, mais c'est tout nouveau, ou alors il n'y a pas encore, même sur des images qu'on peut voir sur des retransmissions de sport, notamment les joueurs de rugby qui se regroupent lorsqu'il y a un arrêt de jeu. On les voit maintenant faire des grandes inspirations soufflées, un peu comme s'ils amorçaient une transition entre le jeu qui vient de s'arrêter et le capitaine, ou je sais pas, ou le leader qui se met à parler. Ouais, mais il y a beaucoup de choses à explorer avant. C'est peut-être déjà une petite porte d'entrée, mais je pense que l'univers là-dedans va être... dans les années qui viennent, je suis persuadé, si on marque ce que nous sommes en train de faire comme étant un enregistrement précis de date, j'espère que dans quelques temps, je te redirai, tu te rappelles, et on verra ça. Et oui, justement, pourquoi les médecins ne s'y intéressent pas? Ou pourquoi les médecins français ne s'y intéressent pas, à ton avis? Je pourrais lancer un débat un peu violent, je n'irai pas. C'est pas ce que j'ai envie de faire. Il y a des gens curieux, il y a des gens qui essaient d'installer, il y a des gens qui sont contrés, il y a toutes les situations. À partir du moment où moi je suis convaincu, je sais que je mets de l'intensité dans cette volonté de proposer quelque chose. C'est pas de l'intensité qui se veut être bousculante ou violente. Je passe pas une journée sans me plonger dans des lectures d'articles scientifiques, de livres spécialisés, et qui font en fait une ligne de conduite pour maintenant rattacher ce qui se passe dans le vivant ou dans le dégradant du vivant. Si la médecine s'intéresse, je sais pas combien d'heures sont consacrées dans la formation en médecine sur le système respiratoire. Si on ne devient pas un spécialiste, et même spécialiste, on n'est pas au courant de toutes les techniques et autres, et même une technique, si elle est bien entendue, bien apprise, marque pas forcément ce qui se passe réellement au niveau de l'échange. Et on a beau essayer de se mettre, comme je t'ai dit tout à l'heure, assis sur un tapis ou au calme, c'est un moment, et tout le monde ne parvient pas à plonger en fait dans ce moment de parenthèse dans la vie qu'il mène. Donc oui, moi je serais d'avis à rejoindre quelque part, rejoindre ces différents domaines de pratique, échanger. Faut-il être ouvert, faut-il être curieux, et moi je resterai là-dedans, quoi. Et faut-il connaître Olivier Mortara? Ah ouais, là c'est prétendu. Non, mais avoir connaissance en tout cas de ce que tu étudies, de ce que tu mets en application, de ta méthode, de tes travaux, de tes recherches. Enfin, ça fait maintenant quelques années quand même que tu explores. Ben, c'est chouette parce que l'exploration, même si je passe sur le même sentier, tu peux aller à la montagne ou quelle que soit la saison, tu n'as pas les mêmes images. Et j'ai la chance d'habiter au bord de l'océan, et
Et l'océan n'est jamais le même à 5 minutes près, ou on n'aura jamais la même vague. Donc ça, c'est ce qui me plaît, si tu veux, dans cette exploration. Ne pas m'arrêter sur une proposition. Et d'ailleurs, quand je fonctionne avec quelqu'un, c'est par exploration de jeu. Donc on va pas rester assis comme on est là, on va explorer des situations pour te mettre en mouvement. Et je peux te proposer de faire des équilibres, je peux te proposer de faire de la coordination. Et moi, je vais avoir une lecture et puis je vais te poser une question et puis je vais dire voilà. Donc oui, je peux pas dire que la méthode en elle-même alors c'est difficile pour moi à l'expliquer. Je vais pas rentrer dans un protocole quand je vais, si on fonctionne tous les deux parce que tu as un souci de respiration ou quelque chose de relation. Je vais pas dire petit 1, petit 2, petit 3, on va fonctionner comme ça. Moi, j'ai mon fil conducteur. Mais c'est ton expérience à toi et ce que tu vas vouloir partager avec moi, ou que je vais moi commencer à ouvrir dans ma façon de te guider, qui va te permettre de dire « Ah mais j'avais pas vu cette version-là ». Et là, il y a des solutions différentes qui viennent se proposer. Donc comme le modèle qui s'est installé pour toi, il est totalement inconscient. Est-ce que tu sais comment tu as appris à parler ? Tu vas me dire, je suis allé à l'école, on a fait l'alphabet, on a appris tout ça. Par imitation des adultes qui étaient autour de moi, parce que j'ai entendu parler autour de moi, parce qu'on a essayé de m'apprendre à l'école. Très bien. Mais maintenant, lorsque tu écris, tu sais pas les mots qui vont venir, sauf que quand ils vont apparaître, ils apparaissent dans une certaine façon pour soit construire une idée, soit construire la phrase et partir sur un chemin. La façon dont je parle, c'est la même chose. Il y a 5 minutes, je savais pas que j'allais raconter ce que je suis en train de raconter là. Donc je peux pas rentrer dans un protocole avec toi pour dire on va faire petit A, ça va être ça, petit B, ça va être ça, petit C, ça va être ça. Et ça rassure quelque part la personne qui viendrait avec moi. La seule chose que je demande moi, c'est d'être curieux et de vouloir oser. À partir de là, on va dans de l'exploration. Mais qui peut, par exemple, te solliciter ? Pour quelle problématique ? Pour quel questionnement ? Par simple curiosité ? J'ai eu des jeunes enfants, 12-13 ans, qui ont eu de l'émotion et du stress combinés parce que je n'arrive pas à dormir correctement. Ça, c'est la version que raconte la maman qui vient avec l'enfant, et l'enfant, en fait, ne sait pas explorer ou ne sait pas raconter. Donc il y a une autre histoire qui est griffée là derrière. C'est pas la maman ou le papa qui vient me raconter l'histoire. Moi, je les écoute, mais c'est pas ça. J'ai besoin d'entendre l'enfant, j'ai besoin de comprendre comment ça s'articule. Et on trouve en fait, par le jeu, notre situation. J'accompagne des chefs d'entreprise, des gens qui ont des responsabilités et qui sont dans du stress, parce qu'ils sont au centre de problématiques dans une entreprise, où quand tu sors de l'entreprise, tu ramènes chez toi les mêmes problèmes, tu les laisses pas au pied ou à la porte de l'entreprise. Donc tu dors pas bien, et ta respiration affecte tout ça, parce que comment tu respires dans la journée, ta nuit va se refléter avec la même respiration qui s'est construite. J'ai eu des sportifs et alors je vais peut-être être prétentieux si vous écoutez ça, mais je choisis avec qui je vais parce que je fais. En fait, si tu veux, mon approche, elle est un premier contact. Ce premier contact, j'explique vaguement comment on va fonctionner, et après il y a un deuxième questionnaire, et ce questionnaire va affiner un petit peu. Et c'est souvent pas comment la personne a perçu la raison ou le problème pour laquelle elle vient me voir. Et donc, il y a un questionnaire sur la respiration et un questionnaire de choix, de voyage quelque part. C'est pas définir un objectif, c'est vraiment quel est le problème, comment tu l'identifies, et moi je vais trouver un peu plus en profondeur le réel problème auquel tu veux pas penser ou auquel tu peux pas penser. Donc on traverse une jungle quelque part, tu vois, où la forêt peut se refermer derrière toi. Mais c'est à la fois très métaphorique, très imagé, et jusqu'à présent, j'ai pas fait mal à grand monde. Donc c'est pas l'idée, c'est que si vous êtes curieux, Alors justement, quels sont les résultats, par exemple, que tu as pu avoir ?
Eh bien, écoute, Enfin, résultat, t'es pas dans une obligation de résultat, mais qu'est-ce que tu as pu observer, du moins, dans les alors, accompagnements que tu as proposés? Tu parles de ce chef d'entreprise, par exemple. oui. Qu'est-ce que ça lui a permis de venir te rencontrer, de travailler sur le mouvement, la respiration, les relations? Alors, je prends un exemple avec une personne que je suis depuis plus de 10 ans, qui vient régulièrement, à 1h45, 2 heures de route. Donc, cette personne est arrivée, conseillée par une amie commune et problème dans sa société, mais sur son corps, ça faisait une dégradation au niveau de son organisme qui ne lui permettait plus d'avoir la mobilité correcte. Ancien joueur de basket, ancien joueur de tennis bien classé, donc normalement sportif qui sait respirer. Quand il est arrivé, on a passé du temps et je lui ai dit la première chose qu'on va faire, c'est apprendre à respirer. Donc dans sa réaction, quelques années après, il m'a avoué en me disant là quand tu me dis ça, j'ai envie de te regarder et de te dire mais pour qui il se prend, je sais respirer. Et ce que j'ai fait en fait, c'est que sur les 3 premières séances, j'ai consacré mon temps à lui montrer sa façon de respirer ou ses modèles respiratoires n'allaient pas convenir avec ce que l'on allait modifier. Donc ça a été un apprentissage nouveau pour lui et ça continue à alimenter nos conversations parce que de temps en temps il me dit ouais mais maintenant j'arrive à percevoir, j'arrive à écouter, j'arrive à sentir des choses que mon corps ne me dévoilait pas parce que j'étais avec un cerveau en surface qui voulait commander tout ce qui se passait et je ne ressentais pas mon corps. Donc une meilleure connexion avec ses sensations. Une meilleure sensation, une meilleure lecture de ce à quoi tu peux être confronté. Et même déjà dans des mouvements qu'il avait perdus avec sa mobilité qui se réduisait, on a réussi à déjouer un petit peu cette dégradation parce qu'il est rentré sur des modèles adaptés, corrects, avec sa respiration. J'ai un exemple qui me vient, un parallèle du moins qui me vient. Les réflexes archaïques, Oui. si on les a, comment dire, mal intégrés ou qu'on a du moins peut-être mal passé toutes les étapes de l'apprentissage de la marche. Oui. Ça peut avoir des répercussions dans sa vie, des problèmes d'équilibre, de schéma corporel, de comment on se représente dans l'espace, etc. Et on peut retravailler dessus quand on est adulte, c'est-à-dire retravailler peut-être les différentes. Enfin, est-ce que il y a un peu quelque chose comme ça avec la respiration? Une manière de réapprendre correctement à faire le 4 pattes, Alors, l'avion, je vais te le tendre une retourner. perche. Je vais te tendre une perche. Tu pourras, avec Louise, explorer un peu ça. Je vais prendre Louise, ma fille, à nouveau comme exemple. Elle n'a pas pu développer complètement tout ce qui était mouvement de démarrage pour aller à 4 pattes et tout le reste, parce que la zone de son cerveau commandait justement tous ces réflexes-là. Dans ce que l'on appelle, je crois que c'est l'homonculus, si je ne me trompe pas, c'est la représentation sur un dessin de la représentation de ce qui correspond à la commande des mains, des pieds, du visage, du cerveau, je sais pas, et du corps. Je sais pas si tu as déjà vu ce. Oui. C'est Ça me revient. comme dans un cercle. Tout à et fait. En fait, tu as une tête de visage qui est Disproportion. exagérée. Oui. Pareil pour les mains et pour les pieds. Et un cerveau. Et là-dedans, en fait, c'est une représentation à peu près de la répartition de ce qui est la commande neuromotrice. Dans ta question, je prends l'exemple d'une classe au collège. Donc, une classe au collège, on va prendre, je sais pas, les 6e qui sont pas très à l'aise avec leur représentation corporelle dans l'espace, et tu demandes de réaliser un lancer. Il y a ceux qui ont réussi à se développer de façon plus rapide avec tout ce qui va être mobilité, avec réponse de ce que tu peux donner comme schéma moteur. Et ça va être donné dans la classe de PS, quelque part une hiérarchie. Il va y avoir
la fille ou le garçon qui vont avoir ces capacités à être regardés par tous les autres en disant waouh, ils sont super forts, comment ils font ça, moi je n'y arrive pas. Après, il va y avoir un gros volume où toute la classe se retrouve. Et il y a en bout de ligne le garçon maladroit ou la fille maladroite. Et en fait, il y a quelque part toute cette représentation qui suit l'évolution. Donc, c'est parce qu'il y a des formes de développement qui sont plus ou moins rapides chez chacun, mais aussi l'intégration. Comment tu vas retenir un mouvement. Et tu as beau avoir eu des capacités pour être un excellent joueur dans une pratique sportive, tu sors de ce domaine, tu amènes par exemple je sais pas quel sport, allez, on va dire un basketteur, tu le sors de là, tu le mets sur un vélo, tu le mets en piscine, et tu vas les regarder en disant mais c'est presque catastrophique ce que on arrive à lire, et c'est plus en fait le schéma prioritaire moteur qu'ils ont intégré, qu'ils ont appris. Moi, ce qui me passionne, c'est comment on peut être tout aussi habile dès qu'on change de milieu, par exemple aquatique ou terrestre, ou ne serait-ce qu'aller en montagne pour faire de la marche ou passer des... Donc en fait, c'est cette forme d'adaptation qui va amener peut-être à être dans ce que tu disais au départ. Est-ce que les réflexes archaïques peuvent jouer? Oui, c'est primaire. Et dans l'exploration que tu peux avoir dans la petite enfance ou autre, comment tu vas être dans ton environnement. Et je vais faire une parenthèse qui est pas sympa. Mais pas à la crèche. Parce que la crèche, c'est aseptisé complet. On se développe pas entre quatre murs qui sont en plastique ou qui sont je vais dire pchipchités, pour pas dire autre chose, à la fin de la séance où on se lave tous les mains parce que. C'est pas un environnement propice à la vie. Et moi, petit, je montais dans les arbres. C'est presque interdit aujourd'hui. Ou alors on a peur que dans un événement comme la cour de récréation ou le centre de loisirs, vous descendez parce que c'est pas encadré et on a peur d'un procès. C'est pour ça qu'il n'y a plus d'arbres quasiment d'ailleurs. Et il y a un chouette... une fois, je suis tombé sur un sketch de Dupontel qui parle justement de l'aménagement des enfants, de l'aménagement des aires de jeu. Et en fait, il est dans le côté sarcastique et il dit mais qu'est-ce que c'est ces gamins modernes où on leur a mis un revêtement qui rebondit pour pas se faire mal, tout est protégé avec de la mousse, alors que nous on était des durs, on tombait de l'arbre, on avait une cicatrice et on montrait ça aux autres. Et en fait, la parodie elle est extraordinaire, quoi. C'est une petite parenthèse. Oui. En tout cas, tout ça pour dire que il est possible, à l'âge adulte, de retravailler sur et ses réflexes archaïques et sa respiration, enfin sur des fonctions peut-être qu'on pense être, Basique. innées, automatiques, basiques, Oui. sans Tout à penser fait. même qu'on puisse peut-être les retravailler en fait. Et que ça puisse avoir une incidence positive dans notre vie et améliorer des troubles, des problématiques. On a fait des représentations très schématisées qui ont été retenues. À tel âge, le cerveau se dégrade. À tel âge, on peut plus faire de progression. Il y a plus de... j'ai oublié le mot de plasticité du cerveau. C'est-à-dire que si tu ne stimules pas, en fait, tu vas perdre une fonction. Mais il y a des exemples avec les personnes vieillissantes, nos anciens. Si on arrive à les stimuler de façon jouée, mais on retrouve et on reconstruit. Alors ça va pas être aussi frais, aussi riche. Alors, je déplore le côté compétitif qui est partout, mais il y a des compétitions qui se font avec les personnes qui ont plus de 90 ans et qui font par exemple de l'athlétisme. Et je sais pas si tu as déjà vu ces images entre ces gens qui font des départs, je crois qu'ils mettent 15 à 16 ou 17 secondes pour faire un 100 mètres, si c'est pas plus, à 90 ans et plus, même je crois qu'il y en a au-delà de 100 ans. Pour moi, ce sont des personnes qui ont peut-être commencé très tard la pratique d'une activité.
rien ne t'empêche, en étant à la retraite ou après, à commencer à jouer du piano ou à faire une activité. Parce que j'ai quelqu'un qui est venu pour des problèmes de santé et qui joue du piano. Il a appris, maintenant il a plus de 70 ans, et il a commencé tardivement cette passion de jouer au piano. Il prend des cours. Et en fait, il bute parce qu'il arrive... La coordination entre la lecture de la note et la reproduction de son mouvement main-doigt, il s'arrête, il recommence. Il n'est pas satisfait, son résultat ne lui plaît pas. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai abordé avec lui la respiration dans sa façon de jouer. Quand il respire pas et qu'il joue, il veut aller vite. Donc je sors du piano, je commence à faire un travail sur la respiration avec lui, et il reprend le même exercice, et en fait il ralentit et il va beaucoup plus dans une compréhension et sans chercher à comprendre. Ça se passe. Donc, encore une fois, par la respiration, il y a tellement de choses à explorer. Venons te voir. Avec En quoi plaisir. ta méthode est révolutionnaire? J'emploie volontairement le mot. J'ai dit novatrice en introduction, révolutionnaire parce que tu as plus de contacts à l'étranger avec des équipes qui te suivent dans tes travaux, tes recherches que malheureusement ici en France ou dans la région. Révolutionnaire, je sais pas si je l'emploierai pas, mais en fait, c'est coordonner des éléments qui s'étaient isolés et qui font partie du systémique. Et comment est-ce possible qu'un sportif s'entraîne juste dans sa gestuelle, dans sa mécanique, en oubliant tous les paramètres de la respiration qui vont être, quelle que soit l'intensité dans laquelle il va se retrouver de l'effort, il y a des changements qui se passent et qui s'opèrent au niveau physiologique. Il y a un essoufflement qui va se mettre en place et qui va avoir une dégradation sur les ressources énergétiques. Novatrice, je dirais que je fais un prolongement de ce que les Grecs, les Chinois, les Indiens ou ces sages avant nous avaient déjà découvert quelque part. Et l'approche, elle est dans la curiosité de ce que faisaient peut-être les premiers observateurs de la respiration quand ils ont commencé à faire du yoga. Du yoga, nous, on établit que c'est seulement une gestuelle, une association d'asana, qui sont les postures. C'est très réducteur. Il y a toute une exploration différente. Donc, en fait, ce qui me plaît, c'est que même si je parle de ma méthode, il y a le mot alive, et si je le traduis, ça serait homme en vie, et ça fait un jeu de mots, de l'homme en vie. C'est à la fois les initiales, ce sont les initiales de mon prénom et mon nom. C'est le fameux tantra que tout le monde connaît. Il y a une version de Ocean Mother, la mère océan. Pour moi, c'est plus la représentation de la planète sur laquelle on vit, et ça porte un nom qui n'est pas pour moi rattaché à Terre, mais il y a vraiment de l'océan un peu partout. Il y a de l'eau, et cette eau est tout le temps en mouvement. Elle représente à échelle presque similaire ce que nous avons dans notre corps à nous. Et il y a un mouvement permanent. Et ce mouvement, on peut l'observer ou pas. On le vit constamment, au quotidien. Donc, en fait, c'est des ajustements et des pratiques et du sans cesse rentrer dans la curiosité de fonctionner. Voilà. Alors j'ai noté, j'espère que je ne vais pas me tromper dans la prononciation, que tu étais soutenu quand même sur le plan international par Dan Brûlé, Oui. qui est leader du mouvement mondial de la respiration et le créateur de l'international centre de Breathwork. Jessica Dib, Oui. qui est là, alors tu as noté, co-directrice et fondatrice du Global Professional Breathwork Alliance, et la directrice fondatrice de l'Inspiration Consciousness School, Oui. et le docteur Kri Jagadish, qui est donc dans Yag Therapy, je te laisse Jack Thérapie. en Inde. Oui.
Waouh. Comment est-ce que tu les as rencontrés tous les trois? Tout aussi tout aussi bizarrement que je t'ai expliqué comment je me suis inscrit à l'université de Montréal. C'est-à-dire que j'ai sollicité, j'ai envoyé des messages, j'ai demandé. T'as été audacieux. Ouais. T'as osé les contacter. Ouais. Et je trouve ça naturel pour moi d'aller sur ce. Voilà, je lance des sujets, je lance des questions, et puis en retour, ça s'articule ou pas du tout, et puis je m'arrête pas à m'obstiner. Et puis donc les personnes que tu viens de citer sont tous anglo-saxons. Dan Brûlé fait partie encore aujourd'hui d'une. Il a monté sa propre pratique. Je lui ai envoyé un extrait du livre que j'ai écrit, qui s'appelle Les Contes Soufflés, et il a trouvé ça chouette. Il en a fait un témoignage qui est dans le livre. Je l'ai retrouvé sur des événements en Zoom, en visionnage, en visio. Ensuite, Jessica Adib, pareil, j'ai contacté. Je lui ai expliqué notre histoire et le livre. On a passé du temps à discuter. En fait, elle a une approche beaucoup plus sensible dans ce domaine de la respiration. Tous les échanges que nous avons faits, elle était en train d'écrire son livre, un deuxième livre ou quelque chose comme ça, et elle m'a dit je vais prendre le temps pour faire la préface. Et la préface qu'elle a écrite m'a et nous a touchés parce qu'elle est très très pertinente de notre histoire, donc c'était chouette. Et Jag, je l'ai rencontré en 2010 sur mon premier voyage en Inde. Louise avait à peine 1 an et demi, je suis parti tout seul pour faire du yoga, notamment pour explorer un petit peu tous ces domaines-là. Et sur place, je l'ai rencontré de façon tout aussi fortuite. Exact. En fait, j'avais l'intention sur place de rencontrer quelqu'un, et son nom est revenu 2 fois, 3 fois, et j'ai dit il faut que j'aille rencontrer ce monsieur. Et donc j'ai présenté la situation, je lui ai demandé s'il était prêt à voyager, à venir ici. Non. Donc on a décidé l'année d'après de venir, d'aller le rencontrer. En famille? En famille, parce que l'histoire c'était pour voir s'il pouvait s'occuper de Louise. On y est resté 3 semaines, et en 2 jours il a réalisé un relâchement total musculaire et mécanique auquel on avait un diagnostic tout contraire. On a été accueillis par sa famille, on a été accueillis par ce petit bonhomme qui avait monté un dispensaire. Il avait 3 zones d'exercice chez lui à Mysore. Et en fait, il a 4 filles. Une vit toujours au Sultanat de Brunei, donc il passait 3 mois chez chacune. Et la dernière dans le New Jersey. Donc il a soigné des personnes, je voudrais révéler ici, mais c'est par des méthodes qui sont perçues comme étant bizarres par certains et d'autres, bref. Donc nous, ça nous a amené à être très proches. Il m'a formé sur certaines versions de massage, sur certaines techniques de respiration en yoga et le reste. Et on y est retourné 4 fois ou 5 fois, mais tout le temps en relation à distance, à partager, échanger. Il représente pour moi quelqu'un de très important à la fois pour notre histoire, mais comme être vivant. Et notre dernier voyage s'est fait juste au moment où toutes les portes se ferment avec ce qu'on a connu comme étant le Covid. Donc on est rentré, et je crois que 2 jours après, tout fermé. Et Jag, tout en étant en communication avec lui, il est parti en octobre 2024, là, tout récemment. Ça a été un très gros chagrin pour Louise parce que c'était son grand-père indien, quelque part. Et en fait, la réaction qu'elle a eue, c'était de dire, mais maintenant, qui c'est qui va me faire réussir à marcher? Donc, on lui a dit que il était toujours présent avec nous, il était toujours là. Il y avait un papillon tout à l'heure avec nous, là. Mais écoute, c'est peut-être lui, je sais pas, mais chacun croit ou voit ce qu'il veut.
Jack, à chaque fois, depuis notre première rencontre, j'avais fait une photo de visage contre visage avec ma fille, et elle a toujours été dans son dispensaire. Et moi, j'ai vu des choses chouettes, et à chaque fois qu'on y a été, il sortait la photo à des nouvelles personnes et il disait, regardez, ça fait plus de 10 ans qu'ils viennent. Donc il y a toute une histoire qui est rattachée à nous. Merci pour ce partage. Tu as fait référence au conte soufflé. Oui. Qu'est-ce que c'est ? Donc c'est un livre, tu dis, que tu as écrit. Oui, c'était pas l'intention de partager notre histoire, mais montrer que toutes les difficultés que nous avons rencontrées pour essayer de faire avancer notre projet de vie avec notre enfant. Faut arrêter de faire croire que les sites internet nous racontent des belles choses, notamment sur comment on peut être accompagné. Parce que dès qu'on est là-dedans sur une version à laquelle on s'attendait pas, il faut changer de vie du jour au lendemain. Et en fait, j'avais presque l'intention de raconter notre histoire rien qu'avec des mots. Et je trouvais par des gens qu'on avait rencontrés, d'autres personnes sont passées avant nous, ont déjà certainement mieux raconté que moi leurs propres histoires personnelles. Et donc, j'ai décidé, parce que je connaissais, de mettre en place des exercices, notamment sous forme de contes, sous forme imagée, et à mener l'exploration de certaines respirations. Donc ça commence à 5 ans parce qu'on raconte une histoire et on ne se greffe plus avec un logiciel ou une application pour se débarrasser de l'enfant et le mettre sous hypnose technologique. On participe à l'échange, à la relation, à la communication, parce que on va tous les deux, si on lit la même histoire, on va pas la lire de la même façon. Et le public ou l'enfant va capter, ou on connaît tous ça. Donc c'est 32 ou 33 histoires imagées avec des animaux. Il y a l'éléphant, le colibri, le lion, le chien. Il y a un surfeur, il y a le gorille, le mustang. Après, il y a plein d'autres petits exercices. Il y a des variantes dans certains exercices, et surtout, il y a une pratique qui s'adresse aussi à... j'aime pas ce mot, le handicap, mais j'avais rien trouvé qui concernait un petit peu dans ce domaine-là une version attrayante pour les enfants qui souffrent. Et donc voilà, j'ai écrit ça d'abord pour ma fille, mais pour que ça soit un témoignage pour les autres, parce qu'elle pratique certains exercices qui l'aident beaucoup. Et puis aujourd'hui, le livre est passé entre différentes mains. J'ai fait des animations, notamment dans des médiathèques, notamment des exercices parents-enfants. On a eu une version qui existe toujours pour financer des livres, et ces livres nous permettent d'aller faire des soins, de payer des soins qui sont pas sous le système de remboursement. Et on a offert 20 livres au service de pédiatrie de l'hôpital de Bayonne, parce qu'on a eu des entreprises ou des mécènes qui ont participé à ça. Et nous, ça contribue à faire, pas seulement récolter des dons, mais à participer à quelque chose et aider. On a fait la même chose pour le centre Essentis à Barcelone, où Louise a suivi plusieurs stages de rééducation. Le livre est utilisé par des psychologues, par des enseignants de yoga, par un institut d'enfants médicalisés qui l'utilisent comme support pour chaque semaine, avec un groupe, on raconte une histoire. Une association d'autisme sur Paris, des pratiquants, des coachs en respiration, je sais plus, mais mais voilà, il a pas encore peut-être l'importance qu'on aimerait lui réserver pour nous, mais il a fait un joli chemin déjà, et parlez-en, si vous nous écoutez, parlez-en autour de vous. Il est disponible. Oui. Comment est-ce qu'on peut se le procurer ? Soit en nous envoyant un email sur lamarchedelapoupée@gmail.com. C'est l'association que tu avais créée ? Oui. Ou alors aller directement avec le nom La Marche de la Poupée sur Hello Asso, qui en fait on passe par ce biais-là, comme ça, lorsque vous faites un achat, et veillez bien à cocher la case pour recevoir votre livre, et en payant les frais de port, parce que ça nous revient souvent à nous, et certains oublient.
En fait, en passant par là, on se décharge d'envoyer une attestation de don. C'est déjà dans le processus et nous, on n'a plus qu'à vous envoyer le livre. Donc, On mettra le lien et l'oiseau dans la description, ce sera plus super, facile. merci. D'où te vient cette détermination à déplacer les montagnes, à affronter vents et marées, alors pour offrir à ta fille la meilleure qualité de vie possible, à ne pas se résigner face à l'épreuve du handicap, entre guillemets, puisque j'ai bien compris que c'est pas ce mot-là que tu as envie d'utiliser, puis moi j'ai pas envie non plus d'étiqueter ta fille comme ça. D'où tu puises ta force et ton énergie Parce que je dois être un casse-pied, je pense. Parce que bon, t'es loin de nous avoir tout raconté en plus. Pour pas dire un gros mot, mais je sais pas si c'est déplacer des montagnes, mais en tout cas, c'est mon énergie. Elle est souvent perçue comme étant... alors, mon épouse pourrait en parler parce que de temps en temps, il y a l'autre versant qui... Mais c'est, je sais pas, c'est cette curiosité, c'est cette incompréhension également de la vie en elle-même et porter pas uniquement ce chemin-là sur le questionnement, mais ouais, c'est vivre de l'expérience, j'en parle un peu dans la préface et avec les gens que j'ai rencontrés. Donc il y a le bonheur, il est dans le partage de communiquer, de parler, de vivre, de partager, enfin oui, de transmettre. Je sais pas, je serai pas là pour le voir. La vie de ma fille, la vie de son petit frère, il y a une grande partie où je serai pas là, mais j'espérerais leur transmettre à eux comme à d'autres. Je cherche pas à être un modèle, mais si l'enthousiasme de vivre malgré tout ce qui peut être des portes qui se ferment, des claques ou plein de coups. Je vais pas prendre l'analogie ou la métaphore du boxeur. Ma vie est comme ça. Et je suis un chemin sans qu'il soit tracé et c'est une expérience que je construis. C'est quoi ta raison d'être aujourd'hui quand tu te lèves le matin? Il y en a principalement, je les ai évoqués autour de l'histoire de notre fille. Je peux pas dire ma fille, de notre fille. Et puis ce dénominatif, je crois, on dit comme ça, c'est pas notre fille, c'est cette petite vie-là. Elle est tout aussi enthousiaste, elle était tout aussi une raison cachée, ça serait de la voir un jour marcher. Donc, qu'en est-il aujourd'hui? C'est là, on fait l'enregistrement et dans 3 jours, on part pour faire une expérimentation. Ok. C'est invasif et je pense que d'ici quelque temps, ça sera quelque chose qui sera... Pardon, c'est non invasif, excuse-moi. Il y a aucun risque pour elle. On fait cette expérience-là parce qu'on a trouvé un accord avec. Et puis moi, je vais participer aussi à mesurer ses respirations. On ne sait rien, je ne sais pas, mais on tente. Et les seules façons dont on a tenté quelque chose depuis le début avec elle, c'est que s'il y avait une proposition, qu'elle soit médicale ou pas, si c'était une intervention chirurgicale, on ne voulait pas que son corps soit martyrisé, mutilé par des cicatrices ou autres. On ne voulait pas que des injections ou des produits, quels qu'ils soient, transmettent une aggravation ou autre. Et on a fait un choix d'être dans une autonomie vivante et surtout une recherche d'autonomie pour elle, fonctionnelle et motrice. Sur le pronostic qui avait été fait à 10 jours de vie, personne ne pouvait savoir si elle était capable de suivre une scolarité traditionnelle, qui l'a amené à avoir un brevet des collèges avec mention très bien, qui finit une année de seconde avec les félicitations du conseil de classe. Elle aurait pu s'acharner à travailler et ne pas avoir l'alignement quelque part de ses efforts. Elle fait une voix qui va lui plaire, on verra, mais elle est tout aussi en colère. Elle comprend pas parce qu'elle a la facilité de pouvoir s'exprimer et de le dire de façon très persuasive et directe. C'est-à-dire que les mots qu'elle choisit pour évoquer ce qui lui arrive, ça renvoie à la difficulté d'incompréhension, d'être victime de ça. Et donc, par moments, c'est des rages. Donc, je sers souvent de punching ball, notamment à l'adolescence. C'est ce qu'on doit vivre, comme ça. Mais là, oui, on fait des nouvelles tentatives de quelque chose qu'on avait mis, notamment avec l'arrêt de ce fameux événement. On a mis en pause quelque part plein de choses. Et puis, c'était aussi nécessaire pour elle parce que il n'y avait pas d'acharnement ou de volonté absolue pour nous.
Et c'est peut-être préférable de s'arrêter pour recommencer éventuellement d'une autre façon. C'est ce qui se passe là. Pour le moment, suspense, mais peut-être est-ce qu'on aura le plaisir d'entendre aussi la voix de Louise? Peut-être prendra-t-elle part aussi Et à c'est pour ce ça que podcast sur un autre épisode. Pour le moment, voilà, c'est en discussion. c'est un peu comme ça que je t'ai dit, je te tends la perche tout à l'heure pour voir si. Mais ouais, pourquoi pas? Je pense qu'elle serait. Faut lui demander. Bien sûr. Après ta raison d'être, quelles sont tes valeurs, Olivier? Oh. Je dirais ma parole. Je dirais que ma parole dans la confiance en l'autre est réciproque. C'est peut-être vieux film ou autre, mais l'importance du lien avec l'autre pour être sur ce partage-là de confiance. Et la parole vaut tous les mots. Donc, je pense que ça serait ça. Qu'est-ce que tu auras envie de dire au petit Olivier? Mais je te signale qu'il est encore très présent et je lui dirais de continuer. De pas arrêter cette étincelle-là qui faisait que quand tu grandis, ton entourage et les gens qui te revoient quelque temps après, ils te disent « Oh là 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 là, t'étais comme ça », et je n'ai pas cherché à modifier mon énergie pour prétendre jouer un rôle ou autre. Je pense que je reste avec cette forme d'authenticité et c'est ce que j'ai évoqué un peu là, c'est-à-dire qu'à travers cette énergie, je me vois pas transformer mon énergie pour essayer d'obtenir. Donc, reste comme tu es. Comment est-ce qu'on peut communiquer avec toi? On te trouve où? Tu es sur les réseaux? Tu as un site? Oui, j'ai un site internet qui est oliviermortara.com. J'ai un Facebook qui est, je pense, le même, si je me trompe pas. De toute façon, à partir du site internet, il y a les deux relais qui sont Facebook et Instagram. Je suis aussi sur le LinkedIn, mais l'Instagram, c'est pas avec mon nom et mon prénom que vous allez me trouver. Là, je fais une autre version d'activité. C'est plus sur Home Live Method. Je crois que méthode Home Live ou Home Live Method 2. Voilà comment je l'ai appelé. Quels sont tes projets, si tu en as? J'en ai plein. J'étais hier en conversation avec quelqu'un qui est devenu un ami, qui est basé en Angleterre, qui travaille avec les forces spéciales pour tout ce qui est justement la mise en place à travers l'appareil. Je l'ai pas encore nommé, il s'appelle un Capno Trainer Go. Et il fait des mesures. Et donc on a échangé, on est sur des projets ensemble. Je peux pas encore Eh oui, puis force évoquer. spéciale dit aussi secret défense, peut-être. Alors tout ce qui sera là-dessus, je dirai rien, bien sûr, mais c'est de leur côté à eux et en fait, il y a des projets à venir. Il y a d'autres projets à venir sur une diffusion un peu plus formule enseignement école précise pour former des spécialistes déjà avec l'appareil et ce que l'on appelle le Capno Learning. Donc c'est l'étude des effets de la respiration sur le domaine du dioxyde de carbone, ce qui se passe notamment là. Ce que tu avais travaillé dans ta recherche? Alors ça, c'était en 99 à l'Université de Montréal et c'était sur la validité de la détermination des tests de VO2 max. Il y a plusieurs tests qui existent. Tous prétendent à donner le même résultat, mais il y a des variantes qui peuvent être importantes. Donc c'était ça mon sujet de recherche, mais donc voilà, depuis plus de 25 ans, c'est un domaine qui m'interpelle, qui me passionne. Et donc oui, il y a des projets d'enseignement, il y a des stages à venir. J'ai un stage qui est déjà booké avec une équipe anglo-saxonne, allemande, espagnole. Je fais partie de l'équipe qui encadre à Majorque, donc ça sera en septembre. En octobre, je serai à la fin du mois normalement avec une équipe de diététiciens, nutritionnistes, psychologues en Italie pour suivre un enseignement sur un week-end. Et il y a d'autres choses à venir qui sont pas encore officiellement déterminées, mais oui, ça va être... Et encore, ce sont pas des formules classiques. Donc, quand tu disais comment me trouver, fais des demandes particulières ou précises, personnelles, parce que
c'est à la carte. Voilà. Voilà, l'idée, c'est surtout de savoir que, voilà, d'avoir tes coordonnées, comment Oui. te trouver en ligne, en fait. J'interviewe les acteurs du Nouveau Monde sur ce podcast. C'est quoi pour toi, Olivier, le Nouveau Monde? Et je crois que c'est une projection que de tout temps l'humain a essayé d'anticiper ou de mettre en avant. Je pense que le Nouveau Monde, ça serait de revenir sur une relation humaine un peu plus simple, à des partages, à des moments. Je crois pas aujourd'hui que partir en vacances pour louer un endroit, venir faire du bruit et plein de choses soit un révélateur d'être ensemble pour une raison particulière. Je vais pas commenter les résultats du foot, ça m'intéresse pas. Je vais pas commenter ni la politique parce que ça m'intéresse encore moins, surtout avec ces versions. Par contre, essayer de faire progresser quelqu'un qui va pas bien, comprendre pourquoi, pour l'amener à être dans des... Donc oui, s'il y a un futur qui se rattache un peu plus à des retours, à se regarder dans les yeux, à être sûr de pas attendre comme réponse mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe. Non, mais je préfère que tu reviennes sur la première question de comment ça va vraiment et être capable de pouvoir échanger et parler peut-être de cœur à cœur avec quelqu'un. Quelle est ta pierre à l'édifice? Alors, je crois qu'on a compris tout le long comment tu participais à Si je tout ça. dois oublier tout ce qu'on a dit, je vais essayer de trouver une solution différente, mais si ça peut continuer à proposer ou engendrer des petites îles qui se toucheront un peu l'effet du colibri, je verrai pas ou je m'attache pas à ça, j'avance. On arrive à la fin de l'interview. Quelle est la question que je ne t'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose? Peut-être que maintenant tu peux me redemander, t'es sûr que ça va aussi bien qu'au début? T'es sûr que ça va aussi bien qu'au début? Je me sens à l'aise à échanger comme on l'a fait. J'espère que c'était toujours assez clair parce que peut-être que j'ai... Eh bien, ce sera l'occasion, écoute, de revenir vers toi si par cas il y a des points d'incompréhension ou de confusion. Peut-être je poserai la question aux personnes qui écoutent. Comment vous vous sentez après cette écoute? Et s'il y a quelque chose que vous voudriez transformer ou changer, ça serait quoi pour vous? Alors, écrivez-le en commentaire, surtout. Ouais, ça serait bien. Qu'on vous lise. Et puis on pourra peut-être répondre et surtout attachez-vous à ce que cette réponse, vous la mettez en action. Est-ce que tu souhaites nous dire un dernier mot avant qu'on termine l'interview sur le portrait chinois? Il y a un portrait chinois? Oui. Écoute, je sais pas si je peux dire juste un mot, mais la foi est plus forte que la croyance et je pense que elle mérite de s'y rattacher pour comprendre un peu sa définition et la mettre en pratique. On termine sur le portrait chinois. Alors, donc tu te souviens du portrait chinois? Si tu étais un plat, Olivier, lequel serais-tu? Alors je vais dire quelque chose, soit uniquement des fruits et tout à l'opposé, pizza. On prend les deux. Si tu étais un livre? Je répondrai les contes soufflés. Si tu étais un dicton? Alors attends, il faut que je m'en rappelle. Ça va être peut-être un peu violent, mais c'est pour montrer un petit peu qu'il faut pas forcément se laisser embêter par tout le monde. Et si je ne me trompe pas, c'est les abeilles ne perdent pas de temps à expliquer aux mouches pourquoi le miel est meilleur que la merde. Je ne la connaissais pas, cette expression-là. Enfin, c'est un dicton, c'est un proverbe? Non, j'ai une phrase comme ça qui m'est venue. Ok, on prend, on garde. Si tu étais un film? J'ai montré un film à Louise il y a pas longtemps. Alors, il est pas à mettre peut-être c'est pas violent, rien du tout, mais c'est une connotation qui est très actuelle dans le contexte que l'on peut. Et je crois que c'est Conversation avec mon ami André. Je crois que c'est quelque chose comme ça. C'est un auteur français, je veux pas dire de bêtises, qui a réalisé ce film. Et en fait, ça se passe entre deux acteurs dans les années 70, quelque chose comme ça. Et c'est dans un quartier de New York et ils sont dans un restaurant face à face et ils font un échange. Et tout le film, je crois que c'est de Louis Malle, je veux pas dire de bêtises. Et en fait, les sujets qui sont abordés, mais c'est notre actualité, tout à fait. Et c'est un film qui date des années... Je crois que c'est 70. Ouais, j'aurais dit 60, 70, ouais. Je veux pas dire de bêtises, mais et même je suis pas sûr de ce que je viens de dire. Je dirais celui-là, j'en ai plein d'autres en tête, mais je les garde. Et si tu étais un super-héros? Ma fille. Merci Olivier de ta participation.
Merci beaucoup, Katia. Et merci beaucoup pour votre écoute. Alors, j'espère que le parcours d'Olivier vous aura inspiré. N'hésitez pas à le contacter donc directement sur ses réseaux. On met tous les liens dans la description de cet épisode. À bientôt. J'espère que vous avez pris plaisir à nous écouter. Si vous avez aimé cet épisode, mettez 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous aiderez le podcast à gagner en visibilité. Si vous souhaitez continuer à découvrir les histoires de ces acteurs du Nouveau Monde, abonnez-vous. Et si vous voulez connaître les coulisses, rejoignez-nous sur les réseaux. Tous les liens sont dans le descriptif. Merci d'avoir pris le temps de passer ce moment avec nous. Je vous dis à très vite pour un nouveau témoignage d'une belle âme.